que vous avez déjà observé ce comportement étrange de votre épaule douloureuse? Peut-être quand vous levez votre bras, bon, au début ça va, et après, à peu près, entre cette amplitude de mouvement, vous allez sentir une douleur, vous allez sentir un pincement, vous allez sentir tout plein d'inconfort, et ensuite, plus haut, ah ben, ça va bien de nouveau. Étrange, n'est-ce pas? Pourtant, si on voulait suivre une certaine logique, on pourrait se dire, ben non, au final, plus je lève le bras haut, plus ça doit être difficile. Mais non, le passage le plus difficile se trouve dans cette amplitude-là. Une autre situation étrange que vous avez peut-être déjà observée. Quand vous levez votre bras, ça va bien. Par contre, en descendant votre bras, vous allez avoir des inconforts, des pincements, des douleurs et tout plein de sensations désagréables. Pourtant, une fois de plus, a priori, on pourrait croire que lever le bras, c'est quelque chose qui doit être un peu plus forçant comme activité, comme mouvement, plutôt que de descendre le bras. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que notre corps nous manifeste sous forme de tout plein de sensations étranges. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre épaule se comporte de cette façon? Donc, je vous explique dans cette vidéo et je vous expliquerai également quoi faire en présence de cette situation. Donc, regardez, j'ai ici un super modèle, ces maisons d'un omoplate et de l'humérus. Donc, l'humérus, ça c'est notre os ici, l'os de notre bras. Et l'omoplate, une omoplate, c'est ce qui est derrière notre dos, comme ça, ici. Donc, omoplate, humérus, là, imaginez que si c'était une personne, en fait, c'était, elle était en train de vous regarder, cette personne. Ok, donc ça c'est notre dos, et là, ça c'est de face. Ok, donc j'ai mon omoplate et j'ai l'humérus qui se situe, la tête de l'humérus qui se situe dans la fosse glénoïde de mon omoplate. Et ça ici, ça s'appelle l'acromion. Ça, c'est cette partie-là ici. Ça, c'est l'acromion. Okay? Donc, quand vous touchez, vous allez sentir que c'est quand même assez dur à cet endroit. Et ensuite, l'acromion, ça, je l'ai pas représenté sur mon modèle, mais ensuite, l'acromion se poursuit avec la clavicule, en fin du compte. Et donc, j'ai mon humérus et vous voyez, j'ai tout plein de muscles qui partent de la tête de l'humérus. Donc, ça, ce sont les tendons. Et ces tendons, ensuite, deviennent des muscles. Certains muscles vont passer par-dessus cette épine-là ici. D'autres muscles vont passer en bas. Donc là, ici, vous voyez toute la structure vue de dos. Donc, de face, c'est ça ici. Il y a d'autres muscles supérieurs qui vont passer comme sur le côté devant de l'omoplate. Mais bref, ça, on s'en fout. Ça, c'est pas quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup plus de structures ici qui vont faire partie de l'articulation de notre épaule omoplate. Là, je n'ai représenté que quelques-unes, mais en vrai, vous allez avoir la capsule articulaire, vous allez avoir tout plein de tendons de partout, vous allez avoir des bourses, donc une bourse sous-acromiale qui se trouve entre l'acromion et certains tendons ici. Vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Donc là, ça c'est l'acromion. Ici, j'ai tout plein de tendons et le rôle de la bourse, qui va être comme un petit coussinet entre les tendons et l'acromion, c'est de faire en sorte que toutes les structures ne se frottent pas trop entre elles. C'est comme un petit coussinet qui protège les tendons du frottement et l'acromion du frottement. Chaque structure dans cette région-là, qui est extrêmement riche en tout plein de trucs, plein de tissus, d'os, de cartilage, tout plein de trucs. Chaque structure doit occuper sa place spécifique. Si il a une structure qui n'est pas au bon endroit, ça risque fort probablement de créer des petits frottements et des petits problèmes ou parfois des gros problèmes au niveau de notre épaule. Donc, gardez ça en tête. C'est quelques structures anatomiques importantes à comprendre pour la suite de l'explication.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous allez lever votre bras, surtout quand on va faire le mouvement de côté? Il y a toute une coordination qui se met en place entre le mouvement de l'humérus et le mouvement de l'omoplate, puisque les deux participent au mouvement. J'ai autant l'humérus qui bouge, et si vous me regardez vu le dos, j'ai également l'omoplate qui bouge. Mais ça ne bouge pas n'importe comment. Ça va bouger d'une façon bien spécifique. De façon très, très résumée, okay? C'est vraiment pour que vous compreniez le principe. Si on rentre dans les détails, la situation peut être un petit peu plus complexe que ça, mais de façon très résumée, quand je commence à lever mon bras, ça va être surtout l'humérus qui va bouger dans la fosse glénoïde. Ensuite, quand j'arrive à peu près à 60 degrés de mouvement, d'amplitude du mouvement, je vais avoir l'omoplate qui va se mettre à bouger également. Donc, je vais avoir un petit peu plus l'humérus qui va toujours continuer à un peu bouger, mais l'omoplate va également bouger. Et donc, ça, c'est quelque chose... l'omoplate va bouger à peu près jusqu'à 130 degrés du mouvement. Ensuite, l'omoplate va beaucoup moins bouger, va rester plutôt stable. Et pour terminer le mouvement, je vais avoir l'humérus qui va bouger par rapport à l'omoplate. Okay. Donc, si je récapitule, là, j'ai surtout l'humérus qui bouge. Là, j'ai surtout l'omoplate qui bouge. Et là, ça va être plus l'humérus qui bouge. À peu près la même chose quand on va descendre le bras aussi. Donc, au début, c'est l'humérus qui bouge. Ensuite, l'omoplate et l'humérus bougent en même temps de façon bien coordonnée et contrôlée. Et ensuite, le mouvement se termine avec l'humérus. C'est très important, par contre, que ces deux mouvements soient bien coordonnés. Par exemple, quand je suis dans ces amplitudes de mouvement-là, c'est très important que l'omoplate ne bouge pas plus vite que l'humérus. Sinon, on va avoir des coincements qui vont se mettre en place. Je pense que pour que ce soit plus clair pour vous, pour que ça va être plus simple d'expliquer qu'est-ce qui se passe à la descente du bras. Donc, on va dire qu'on est pris dans quelque chose qui ressemble à ça au début, quand j'ai le bras qui est levé. Voilà, donc j'ai le bras qui est levé. Et donc là, j'ai l'humérus qui descend. Et là, hop, j'ai l'omoplate qui commence à descendre également. Et j'ai des muscles dont le rôle, un des rôles importants de ces muscles, c'est de faire en sorte que l'omoplate descend lentement et pas d'une façon rapide, ok? Comme sans contrôle. Dans les muscles qui font en sorte que le mouvement se fasse, lentement et de façon contrôlée. Par contre, quand ça arrive souvent que ces muscles qui sont supposés de contrôler, de faire en sorte que le mouvement de l'omoplate se fasse de façon lente et contrôlée, mais ils vont manquer de force pour retenir le mouvement de l'omoplate, et l'omoplate va bouger trop vite par rapport à l'humérus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Regardez. Mettons, je suis à peu près ici, et là, j'ai mon omoplate qui a bougé beaucoup trop vite, et l'humérus est resté comme dans une position plus haute par rapport à l'omoplate. Je vais avoir, entre autres, ici, entre l'acromion et mon tendon, je vais avoir les tendons qui vont rentrer en collision, qui vont créer des frottements entre, dans la région de l'acromion. Ouais, parce que c'est ça qui se passe. Et donc, bienvenue, toutes les tendinites, les bursites et toutes ces sensations d'accrochage, d'inconfort et de douleur qu'on puisse avoir au niveau de l'épaule. Et donc, cette mauvaise coordination entre le mouvement de l'omoplate et de l'humérus risque a justement le plus de chances de survenir dans cette amplitude de mouvement-là à peu près. C'est là que on a aussi la distance entre les tendons et l'acromion, ici la distance qui est la plus petite. OK? Et donc, c'est la raison pourquoi, quand je vais descendre mon bras, là, mon omoplate a bougé beaucoup trop vite par rapport à l'humérus. Et là, je sens un claquage, un accrochage, une douleur, un inconfort. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette situation-là?
on veut apprendre à nos muscles qui sont supposés de stabiliser nos omoplates et de faire en sorte que les omoplates bougent de façon bien lente et contrôlée par rapport à l'humérus, mais on va apprendre à ces muscles-là de bien faire leur travail, hein, de faire en sorte que ça bouge pas beaucoup trop vite. Parmi ces muscles, je dirais ceux qui vont être le plus souvent trop faibles et inhibés, ça va être le muscle dentelé antérieur qui se situe ici. C'est quand même un assez gros muscle qui a des points d'attache autant au niveau de mon omoplate qu'au niveau de mes côtes, ici. Et donc, c'est un muscle qui va jouer un rôle très important dans ce mouvement-là incontrôlé de l'omoplate. Également, les muscles de la coiffe des rotateurs, dont le muscle subscapulaire. Donc, les muscles qui se retrouvent par-dessus l'omoplate également jouent un rôle assez important. Donc, ça va être important de activer, de réveiller ces muscles et de les renforcer. À l'inverse, les muscles qui souvent auront besoin d'être plutôt relâchés et détendus, ça va être les muscles, angulaires, hein, qui s'attachent au niveau, le coin supérieur, l'angle supérieur ici de l'omoplate, et qui va jusqu'à la nuque. Il y a des fortes chances que si vous avez ce problème au niveau de l'épaule dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez sentir beaucoup de contractures justement dans cette région-là ici, ouais, entre l'omoplate et la nuque. Donc là, ce muscle a besoin d'être relâché. D'autres muscles qui auront besoin d'être relâchés, évidemment les trapèzes supérieurs, ainsi que les rhomboïdes, très souvent. Et c'est la raison pourquoi le fameux conseil qu'on peut parfois entendre, puis c'est pas un bon conseil, je vous le dis tout de suite, d'amener les épaules en arrière. OK, bon, pour certaines personnes, ça peut être un bon conseil, mais vraiment pas pour tout le monde. Parce que amener les épaules en arrière, rapprocher les omoplates. Donc, rapprocher les omoplates, ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que si j'ai ma colonne ici, j'ai mon omoplate, en sorte que mon omoplate va se rapprocher, va se coller à ma colonne. Et donc, il va s'agir souvent d'une contraction des muscles rhomboïdes. Okay? Et ces muscles, en fait, ils sont souvent également surutilisés et surcontractés quand le dentelé antérieur ne fait pas bien son travail, ainsi que les muscles de la coiffe des rotateurs, par ailleurs aussi le trapèze inférieur. Bref, je ne veux pas trop vous perdre dans les noms des muscles. Juste retenez que le conseil de rapprocher les omoplates, c'est pas un conseil qui va bien s'appliquer à tout le monde. Parce que à l'inverse, notre problème, si je vous le rappelle, c'est que surtout si vous avez la douleur en descendant votre bras, ouais, donc je me retrouve avec l'omoplate qui bouge beaucoup trop vite par rapport à l'humérus. Donc, j'ai pas vraiment intérêt de renforcer les muscles qui rapprochent mon omoplate de la colonne. Il n'est pas là le souci. Au contraire, les muscles qui rapprochent l'omoplate de la colonne, il a de fortes chances qu'ils soient comme surutilisés et surcontractés. Celui qu'on a besoin de renforcer avant tout, c'est vraiment le dentelé antérieur. Bref, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais gardez en tête que le conseil de rapprocher les omoplates n'est pas toujours un bon conseil. Ça peut être un bon conseil pour certaines personnes, mais c'est quelque chose qui nécessite quand même une évaluation un petit peu plus approfondie de la situation parce que l'omoplate, c'est une des structures les plus mobiles de notre corps. L'omoplate, elle peut se retrouver en rétraction, donc trop près de notre colonne, si ça c'est notre colonne, elle peut se retrouver en protraction, donc trop loin de notre colonne. L'omoplate peut être trop déplacée vers le haut, trop déplacée vers le bas. Elle peut tourner dans ce sens-là, elle peut être tournée dans ce sens-là, elle peut être en bascule antérieure, en bascule postérieure, et elle peut être aussi en rotation externe et en rotation interne. Et toutes les combinaisons de ces mouvements au niveau de l'omoplate sont possibles. Quand on est en présence d'un déséquilibre au niveau de l'omoplate, ça peut être n'importe quelle combinaison de tous ces mouvements. Donc, c'est pour ça que juste donner un seul conseil à personne, à tout le monde, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne dans le monde des omoplates. Par contre, si ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est quelque chose qui
vous parle, si vous vous reconnaissez dans la douleur que vous ressentez, surtout dans ces amplitudes-là de mouvement et surtout en descendant votre bras, il a des très fortes chances que ce que vous devez faire, c'est de renforcer votre dentelé antérieur et sûrement aussi les muscles de la coiffe des rotateurs ainsi que le trapèze inférieur. Comment on fait ça, Marina? J'ai déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je montre les façons de travailler ces muscles-là, dont cette vidéo-là ici, dans laquelle je vous explique comment travailler plus spécifiquement le muscle dentelé antérieur. Donc, je vous suggère fortement de la visionner et de tester cet exercice. Ça va être vraiment un très bon exercice de départ. Sûr que ça pourrait être bien aussi de faire un petit peu d'exercice de relâchement pour les muscles qui souvent vont compenser pour l'excès pour le manque de force au niveau du dentelé antérieur et autres muscles qui normalement sont supposés de stabiliser et de contrôler le mouvement de l'omoplate, dont le muscle angulaire, le trapèze et plusieurs autres aussi, les rhomboïdes. Et donc par rapport à ça, je vous suggère cette vidéo-là ici, donc avec quelques techniques de relâchement vraiment que j'adore, qui m'ont beaucoup aidé, qui ont déjà aidé vraiment beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Donc, je vous suggère fortement cette vidéo plus pour des techniques de relâchement. Cette vidéo, par contre, c'est une vidéo qui est uniquement réservée aux membres de ma chaîne. Comment on fait pour devenir membre de ta chaîne, Marina? C'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué. C'est un petit abonnement de 2,99 € seulement auquel vous pouvez vous abonner, de rejoindre ma chaîne. Donc, attention, on va faire la distinction entre vous abonner à ma chaîne YouTube. L'abonnement à ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui est totalement gratuit et le sera toujours. Par contre, quand vous rejoignez ma chaîne YouTube, vous devenez membre de ma chaîne YouTube et ça vous donne accès à des vidéos de plus, à des vidéos supplémentaires. Et en même temps, c'est aussi un moyen de soutenir ma chaîne YouTube et de faire en sorte que je sois en mesure de continuer à créer du contenu pour vous dans le futur. Donc, quand vous rejoignez ma chaîne YouTube, quand vous devenez membre, ça vous donne accès à tout plein de petits avantages aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous clarifie la situation au sujet de ce comportement un peu étrange au niveau de notre épaule. J'espère que ça vous a aidé à démystifier et de comprendre comment agir sur la situation efficacement. Donc, pour toute question, sous la vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous, rejoignez ma chaîne YouTube et on se revoit très bientôt.